Dans le contexte annoncé de la crise du fentanyl, nous sommes allés à la rencontre de Corinne Taillon, intervenante chez Cactus Montréal, et de Jessica Alberac, père aidante pour le groupe alternatif d'intervention par les pairs, afin d'en apprendre davantage sur les stratégies de réduction des méfaits, dont l'utilisation de la naloxone communautaire. Tant au Québec qu'au Canada, on a remarqué une augmentation croissante des événements en lien avec le fentanyl, que ce soit en fait des malaises ou des surdoses. À titre d'intervenante de première ligne, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez connaissance? Est-ce que vous avez noté en fait une augmentation des cas qui sont liés au fentanyl? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'overdoses. Ça touche beaucoup, évidemment, les gens qui fréquentent notre organisme à Cactus Montréal. Les gens vivent des overdoses, fort heureusement pas toujours fatales, mais malheureusement aussi on a perdu des gens qui étaient très chers à nous, malheureusement dû à la crise fentanyl. Oui, dans le fond, en tant que père aidante au GIAP, dans les organismes variés que je peux travailler aussi, on a eu plusieurs de cas d'essais d'overdose ou des gens qui viennent nous en parler de eux, des gens qui connaissent, ou même dans notre cercle d'amis, des gens qui meurent comme des mouches, ça se dit comme ça. C'est quand même assez épeurant comme réalité. On est vraiment chanceux parce que les intervenants de Cactus, ils sont tous formés pour avoir accès à la naloxone et ils sont presque tous formés aussi pour pouvoir donner la formation aussi. Ça fait vraiment partie de notre philosophie de réduction des méfaits et d'empowerment, là, de pouvoir permettre aux gens, quand que telle chose arrive, c'est vraiment une action concrète qu'ils peuvent prendre. Ça prend 15-20 minutes. Ils peuvent suivre la formation, aller chercher la trousse, puis partir au moins avec un sentiment peut-être un peu plus grand de sécurité, puis une plus grande éducation aussi par rapport à leur consommation de drogue, là. Selon un rapport de la santé publique de Montréal, en fait, il y aurait 346 trousses qui auraient été distribuées au 31 juillet 2016 et il y en aurait eu 23 qui ont été utilisées. Dans votre cas, est-ce que vous avez eu déjà à vous servir de la trousse de naloxone ou en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui a eu à s'en servir? Moi, en fait, récemment, dans notre équipe au GIAP, il y a eu un de nos collègues qui a eu à s'en servir. Il travaille au site fixe de Cactus Montréal. C'était avant qu'il déménage, donc il était sur Sanguinet. Puis de chance que la personne était pas toute seule, qu'il y a eu la personne qui était avec, qui est venue à Cactus, qui a dit un overdose, qui a amené mon collègue et un intervenant de la place au lieu. Vraiment, lui, il comptait ça comme c'était très systématique. Il se rappelait RCR, injection, RCR 911. Il était deux, fait que c'était bien à déléguer. Toi, appelle le 911 pendant que j'injecte. OK, je m'en vais faire RCR. OK, c'est bon. Fait que c'était une belle travail d'équipe. Mais tu sais, la manière qu'il le décrivait, c'était quand même assez intense, là. Puis tu sais, dans ton contexte de travail, c'est sûr que, en tout cas, tu peux juste être... C'est pas bon, évidemment, qu'il y ait un overdose, mais thank God qu'il y avait la formation, là, quand même. Il a pu sauver la vie du gars, puis on l'a revu, puis il a dit hey, merci, tu sais. C'est clair. Ouais. Moi aussi, je traîne toujours ma trousse avec moi partout où je vais, au travail autant que le soir, la fin de semaine. Fort heureusement, j'ai jamais eu besoin de m'en servir. Mais il y a deux cas particuliers qui m'ont vraiment marqué. Il y en a un où la personne, grâce à toute l'éducation qu'il avait puis à sa connaissance, pour reconnaître les signes d'une overdose, a été capable de reconnaître que lui-même tombait en overdose et a été capable de se l'administrer, ce qui est exceptionnel. Ça lui a vraiment sauvé la vie. Il a réussi à faire ça lui-même. Un autre cas exceptionnel aussi, c'est qu'une personne, en fait, qui avait tellement une grande tolérance face aux opiacés que quand est venu le temps de lui administrer la naloxone, quand elle a fait une overdose, il a fallu qu'elle utilise 4 doses, en fait 4 fioles. Alors, comme on a vu tantôt, il y a seulement 2 fioles habituellement dans une trousse. Fort heureusement, c'était à Cactus, il y avait plus qu'une trousse de disponible, mais dans des contextes où peut-être qu'il y a une plus grande fête, où les gens ont une grande tolérance, on s'est malheureusement rendu compte que 2 fioles, parfois, c'est pas assez là, pour contrer les effets. En fait, depuis le 22 mars 2016, Santé Canada a rayé la naloxone de la liste des médicaments qui nécessitaient une ordonnance afin de le rendre plus disponible aux consommateurs, à leurs proches et puis aux aidants de première ligne. Dans ce contexte-là, en s'inspirant un peu puis en regardant qu'est-ce qui est fait ailleurs au Canada, est-ce que vous auriez des pistes de solutions ou en fait des améliorations que vous pensez qui pourraient être apportées au programme actuel afin de permettre une plus grande prévention puis de rendre plus accessible la naloxone ou tout autre moyen qui permettrait justement la réduction des méfaits qui sont associés à ça?
Ben, comme Jess disait tantôt, juste le fait qu'elle soit disponible là, par nasal, intranasal, ça, je pense que ça s'en vient. On espère qu'ils vont travailler là-dessus. Mais la DSP là, nous a promis qu'ils étudiaient la chose puis qu'ils feraient en sorte qu'on puisse avoir accès éventuellement à Montréal. Ça faciliterait beaucoup le travail. Aussi, ben, je pense que s'il y avait peut-être plus de naloxone ou la possibilité peut-être d'avoir plusieurs trousses disponibles pour un même individu s'il sait qu'il est à risque parce qu'il consomme des plus grandes doses, je pense que ça aussi, ça serait bien. Aussi qu'il y a une plus grande variété de personnes qui aient accès à l'avoir, parce que là, malheureusement, on peut former seulement les personnes qui consomment ou leurs proches. Comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde nécessairement qui se considère comme un proche d'une personne qui consomme, parce que ça pourrait être quelqu'un qui l'utilise médicamenteux puis qui se voit pas nécessairement comme un consommateur de drogue, qui n'a pas accès à l'information que la naloxone existe parce qu'il ne fréquente pas les organismes communautaires. Ben, moi, en fait, c'est sûr que ça, on s'entend que c'est comme mettre un plaster sur un bobo, là. La cause, vraiment, c'est parce que les drogues sont pas gérées, on sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. Fait que déjà là, de réparer ça, ce serait cool, en légalisant, au moins en décriminalisant. Ça serait une très bonne step vers de quoi de mieux. Avec les choses comme ils sont en ce moment, déjà là, justement, comme Corinne a dit, qu'il y ait plus de gens qui ont accès. Oui, puis c'est ça. Puis malheureusement, bon, à Cactus, ils aimeraient bien pouvoir faire un genre de test, de pré-test de drogue pour voir s'il y aurait du fentanyl dedans. Ils sont en train de se creuser la tête là, pour voir un petit peu comment on va pouvoir travailler avec tout ça, parce que si les gens arrivaient à savoir avant de consommer s'il y a du fentanyl dans leur drogue, mais au moins ils pourraient y aller de manière plus responsable avec leur consommation, ou au moins changer de dealer puis plus acheter à la même personne la prochaine fois. Ça serait vraiment aussi un grand avantage. Mais il y a beaucoup de pistes, mais déjà, juste que ça se soit fait en ce moment, comme c'est fait, c'est vraiment, vraiment apprécié. Là, on est vraiment contents. Ouais. Je pense aussi, une chose qui est très importante, qu'il faut pas oublier, c'est beau guérir, mais la prévention, c'est vraiment important. Le gouvernement coupe beaucoup de subventions des organismes communautaires qui font de la prévention, de la réduction des méfaits aux personnes qui consomment des drogues. Puis il y en a aussi pas beaucoup qui est fait par rapport aux personnes qui peuvent se retrouver avec des problèmes de dépendance aux opiacés suite, par exemple, à une chirurgie. On peut avoir de la morphine, par exemple, comme antidouleur. On se rend compte que, oui, il y a des programmes qui existent pour aider ces personnes-là, mais le sous-financement, ça aggrave vraiment beaucoup le problème, parce qu'il n'y a pas assez d'intervenants, il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir mettre en place toutes les belles idées qu'on a. Puis ça, malheureusement, c'est un petit peu un cri du cœur des organismes communautaires. Puis c'est plate parce que c'est les personnes les plus démunies qui souffrent encore plus de ces coupures-là. Ouais. Corinne, Jess, merci beaucoup de toutes ces informations. Merci à vous autres. Merci de l'entrevue. Merci.